L'enregistrement est lancé. Bonjour Eric. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer l'investigation numéro 228. Cette investigation est réalisée par de nombreux couples opérateurs télépathes en même temps dans plusieurs pays. Les supports ne sont pas au courant du sujet que nous allons aborder. Tu me le confirmes bien, Eric ? On va le découvrir dans quelques instants. On va le découvrir dans quelques instants. Enfin, je vais le découvrir. Tu vas le découvrir dans quelques instants. Il se divise en deux parties. Une première partie fixe avec plusieurs questions qui seront identiques pour tous et une deuxième partie libre qui nous permettra d'explorer un peu plus en profondeur le sujet et éventuellement quelques questions de la partie fixe. Eric, tu es prêt ? Est-ce que tu veux un décompte ? Allez, 3 pour me mettre avec ta voix. À mon 1, tu inspires profondément par le nez et tu remplis ton corps au maximum. Tu expires tout autant profondément jusqu'à ce que ton corps soit bien vide de cet air. À mon 2, tu laisses ton corps devenir lourd sur ton support. Plus ton corps devient lourd et plus ton esprit devient léger. Et à mon 1, on va aller se connecter au sujet d'aujourd'hui qui est égrégore. Je décompte de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi avec le mot égrégore et dis-moi quel symbole tu vois en rapport avec ce mot. 1, 2 et 3. Que vois-tu ? Oh. Des centaines, des dizaines, des centaines de symboles, des milliers même. Oui. Y en a-t-il quelques-uns qui sont plus en avant, quelques-uns qui te paraissent un peu plus en avant, qui te paraissent un peu plus importants? Peux-tu faire le tri dans ces symboles? Oui. L'étoile de David. Pour toi, elle te paraît être plus en avant? C'est le premier qui m'est apparu. Le premier. Je vois aussi maintenant. J'ai entreaperçu le symbole de la franc-maçonnerie, l'équerre et le compas. Oui. J'ai entreaperçu le croissant de la religion islamique. Il y a des partis politiques, des symboles de partis politiques, des symboles de pays, des drapeaux, je vois même des métro Guillemine-Meyer. Et après, plein pour plein de choses, des symboles de maisons de disques, puis des myriades de petits symboles, mais des myriades associatifs,
c'est infini. D'accord. Déconnecte-toi de ces informations. Respire. Tu as déjà répondu en partie un peu à la question 2. Combien d'égrégores perçois-tu comme existant dans les terres à partir de mars 2024, respectivement? Donne-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. Que vois-tu? 7 352 000. Déconnecte-toi de cette information. Respire. Observe maintenant comment l'égrégore le plus fort influence les énergies d'un groupe et décris-moi les mécanismes maintenant. Tu peux répéter le début de la question? Observe maintenant comment l'égrégore le plus fort influence les énergies d'un groupe et décrit les mécanismes. Que vois-tu? Il y a tellement d'informations. Prends la première qui te paraît la plus importante. Disons que ça se manifeste à mes yeux sous une espèce de nuage. Le premier égrégore qui m'est apparu est l'égrégore qui correspond à ce qui est appelé le nouvel ordre mondial. Oui. Pour moi, le fonctionnement est sensiblement le même pour tous les égrégores. Oui. Que vois-tu? Je vois de l'énergie électromagnétique, ou plutôt je vois de l'électromagnétisme qui est puisé auprès de participants, conscients ou non conscients. Je vois des fréquences qui colorent différemment selon les endroits et les périodes. L'égrégore en lui-même, cette espèce de nuage électromagnétique. Je vois des textures différentes dans ce nuage, qui sont liées quelquefois aussi à une présence d'énergie vitale, d'énergie sexuelle à l'intérieur. Je les vois ensuite, je vois ce nuage relié à des êtres humains. Oui. À tous les êtres humains? Non. À des êtres humains. Et en fait, c'est leur système électromagnétique qui est relié à cette énorme masse électromagnétique. Et par cette jonction de leur électromagnétisme passent des informations, des fréquences et de l'énergie, et dans les deux sens. L'égrégore vient toucher certains êtres humains par des pensées, des notions, des croyances. Ces informations provoquent
des émotions qui, liées et couplées à l'électromagnétisme, va se connecter à cet égrégore. Et il y a une communication qui s'installe. Et peux-tu me dire où cette énergie va? Cette énergie qui est apparemment puisée par tout ce phénomène électromagnétique et récolté, peux-tu Elle est, voir et observer oui, où il va, où elle va? cet ensemble d'éléments reste dans cette espèce de nuage, tout au moins c'est comme ça que je le perçois, reste dans ce nuage. Et ça reste dans ce nuage. Ça ne rentre pas en connexion avec autre chose. Dans ce nuage, je vois aussi des entités qui se baladent, qui trafiquent et qui font des choses dans ce nuage. J'en vois même qui descendent le long des canaux de transmission électromagnétique qui remontent. Et à un autre niveau, je vois aussi d'autres entités. C'est comme si c'était des cultivateurs qui entretiennent ces égrégores. Et ces autres entités que tu vois ont une apparence humaine. As-tu un ADN? Peux-tu me décrire ces entités que tu vois? Il y a plusieurs types d'entités. En reptilienne, humanoïdes de différents types, euh, euh, insectoïdes, euh, certains égrégores sont reliés entre eux. Cet égrégore, celui auquel je me suis connecté, est relié à d'autres égrégores plus petits, des égrégores politiques. Celui à laquelle tu es relié, Oui, le cet premier égrégore, est un égrégore politique, celui-là, le premier? non, le premier égrégore que j'ai vu est un égrégore qui est lié à la notion de santé. Mais je vois aussi des égrégores politiques qui sont reliés et qui communiquent avec cet égrégore. Et pourrais-tu te connecter ou voir dans quel but ces 2 égrégores seraient-ils connectés? Aurais-tu une information à nous donner? Les uns servent les autres et les autres servent les uns. Ils se servent mutuellement. Je vois des égrégores bancaires aussi, liés aux notions bancaires, aux Donc activités bancaires. ce serait pour un échange d'informations entre tous, un échange de un type de marchandage? Oui, ce sont des échanges d'informations, de fréquences. As-tu d'autres informations à nous fournir pour cette question? Qui est déjà bien complète. Là, tout de suite, non. Alors déconnecte-toi de toutes ces informations. Comment te sens-tu? J'ai froid. Froid? On peut continuer? Oui. Oui. Alors on va à la question 4. Observe maintenant comment un égrégore peut réagir avec le corps mental d'une personne et décris-le maintenant.
toujours cette espèce de connexion électromagnétique qui est véhicule d'informations qui touchent au mental. Ça amène des informations, ça retire des informations, ça modèle le mental, ça conforme le mental. En me parlant de ça, je vois là un égrégore, l'égrégore de l'éducation, par exemple. Oui. Tu peux développer un peu ce que tu vois? Mais il y a bel et bien l'information transmise de corps à corps. Mais tout cela est relié, toutes ces informations, c'est en fait, je pense que nous baignons dans des égrégores continuellement. Et toutes ces informations touchent au corps mental, le modèle en partie. Le corps mental renvoie des informations à l'égrégore, qui lui-même renvoie des informations au mental en fonction des informations envoyées par le mental. Et celui-ci aurait-il une action au niveau des fréquences Je vois de nos surtout des programmations, programmations? oui. Peux-tu développer? As-tu plus d'informations sur ces programmations? J'ai l'impression que les informations qui sont amenées de corps à corps sont modélisées ensuite par l'égrégore qui imprime dans le corps des programmes. Observe deux corps différents de deux personnes différentes et dis-moi si tu perçois les mêmes programmes d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des programmes communs, et il peut y avoir des programmes différents. Si je prends deux personnes qui baignent toutes les deux dans la même culture, il y a en moyenne 83% des programmes qui sont communs et 17% des programmes qui vont être différents et personnels à chacun. Et si les personnes ne sont pas dans la même culture, quelle serait la différence? J'ai plusieurs chiffres, tout dépend des cultures. Il y a des cultures où il y aura des... J'ai de 42 à 63% en fonction des cultures. D'accord. Perçois-tu d'autres informations pour cette question? Tu parlais de fréquences tout à l'heure, il y a aussi des bandes de fréquences qui passent. Et comment pourrais-tu me décrire ces fréquences qui passent? En fait, ça touche pratiquement à tout. Ça touche aussi au corps émotionnel. En fait, les informations pures sont aussi liées à des fréquences, donc à des émotions au niveau du corps physique. Ces mêmes informations émotionnelles passent dans cette espèce de conduit électromagnétique. Elles arrivent au niveau de l'égrégore en lui-même, qui est pratiquement comme une entité indépendante qui traite ces informations et qui renvoie. En fait, ce corps, cet égrégore a pratiquement une vie qui lui est propre, avec, je dirais, c'est comme si les entités qui étaient à l'intérieur étaient des probiotiques, comme dans le corps humain, qui traitaient, qui digéraient ces informations émotionnelles et autres, et renvoyaient à travers le corps physique l'information transformée et digérée, aussi au niveau émotionnel. D'accord, C'est intéressant. c'est très intéressant.
Et ça touche aussi, je change complètement de... Ça touche d'une certaine manière aussi le corps sexuel, l'énergie sexuelle, l'énergie de création. Il y a quelquefois des parts d'énergie sexuelle qui transitent, qui sont absorbées. Je dirais que ça dépend vraiment des moments, des égrégores. Mais il y a une part d'énergie sexuelle qui est absorbée, une part qui est renvoyée avec certaines fréquences. Et je dirais que les fréquences et les programmes vont influer sur la capacité et les modalités d'utilisation de l'énergie sexuelle. C'est bien. On va... tu as répondu un peu à la question 5 et à la question 6 de par ces informations. Donc, déconnecte-toi de ces informations, respire. Tu as toujours froid? Oui. Remonte tes fréquences alors, tes propres fréquences, au maximum jusqu'au moment où ce froid disparaît et où tu as de la chaleur qui apparaît. Respire. C'est bon? C'est bon. Donc la question 5 était: observe comment un égrégore peut interagir avec le corps émotionnel d'une personne. Mais je pense que tu as déjà bien répondu à cette question. As-tu quelque chose à ajouter? Oui. Oui. Je, je pense que les égrégores sont des outils créés dans la plupart des cas volontairement. Vois-tu qui est à la tête de cette création de ces outils? Peux-tu observer et me dire ce que tu perçois? Il y a généralement un groupe d'êtres humains, enfin d'êtres, oh, non, pas toujours humains. Il y a un groupe d'êtres à la base de la création de cet égrégore. Et ensuite, c'est une culture où chaque être humain qui va être connecté à cet égrégore va servir d'engrais, d'alimentation. C'est tout un travail par la pensée, par les conditionnements, par les fréquences et par le conditionnement du corps émotionnel. En fait, j'ai l'impression que beaucoup d'interférences utilisent les égrégores. Pardon. Qui seraient différentes en fonction des cultures, des conditionnements, des religions, des êtres. Je vois des égrégores différents d'un pays à l'autre, des égrégores nationaux. C'est pratiquement infini. Il y a des égrégores dans les égrégores qui se relient entre eux, qui se nourrissent les uns les autres, qui s'informent les uns les autres. C'est une mécanique immense. Donc tout serait lié pour toi Beaucoup d'égrégores sont reliés les uns aux autres, et interagissent les uns avec les autres par le biais soit de fréquences identiques, soit volontairement provoquées par des entités. d'accord. Je vois des entités qui sont manipulées par d'autres entités. Je dirais qu'il y a les cultivateurs et il y a comme si les égrégores étaient de la Terre et que dans cette Terre, il y avait plein de micro-organismes et qu'il y avait d'autres catégories d'entités qui étaient dans ces égrégores. Des entités capables de descendre dans le corps, dans la matière, dans des dimensions proches du corps physique et de remonter. Merci pour ces informations. Déconnecte-toi de tout ça.
Respire. Tout va bien? Oui, On peut continuer? oui, Donc la question 6 également, tu as déjà répondu partiellement. Observe comment un égrégore peut interagir avec le corps sexuel d'une personne. Décris-le-moi. Tu as déjà répondu, mais décris-moi ce que tu pourrais ajouter, s'il y en a ou pas. oui, 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 oui. Ça peut même conditionner, pardon, la sexualité. Carrément la sexualité. La manière de vivre sa sexualité. En tout cas, y participer grandement. Je vois des distorsions, je vois des antagonismes. Euh, En fait, tout ça joue et crée des formes de dualité avec, avec l'utilisation de l'énergie sexuelle et de l'énergie de création. En fait, ça participe à maintenir la création et la sexualité dans des boucles, dans une espèce d'enfermement répétitif, chronique. Et peux-tu observer ces boucles et me dire où elles se déversent, où elles vont? Mais ces boucles sont un peu le reflet du milieu fermé, relativement fermé en tout cas, qu'est l'égrégore. Fermé parce que l'égrégore lui-même est enfermé sur lui-même, il communique avec d'autres égrégores, mais uniquement dans les intérêts communs des égrégores. Pour autant, ça reste un milieu fermé. Et ces boucles, tu les perçois sur les 3 corps, émotionnel, sexuel émotionnel? En fait, ça ne pourrait pas être en boucle si les 3 corps n'étaient pas touchés ou impactés d'une manière ou d'une autre. Je te remercie pour toutes ces informations. Déconnecte-toi de tout ça. On va passer maintenant à la question 7. L'énergie d'un égrégore peut-elle être utilisée? Oui ou non? Ou seulement en partie? Que vois-tu? En fait, beaucoup d'égrégores sont créés consciemment par certaines catégories d'êtres qui vont amener d'autres d'êtres êtres humains à se connecter à cet égrégore pour être utilisé. En fait, l'égrégore est aussi un outil. C'est ça la question. La question est, l'énergie d'un égrégore peut-elle être utilisée? Oui, non ou seulement partiellement? Utilisé à différents niveaux, utilisé pour influencer les gens qui sont connectés à cet égrégore, utilisé par ceux qui ont créé cet égrégore pour influencer ces êtres humains et utilisé à des niveaux éthériques pour nourrir en partie euh, certaines entités. Merci, là c'est bien répondu. Donc effectivement, elle est bien utilisée. Déconnecte-toi de ces informations. Respire. Ça va? Oui, On peut continuer. oui. On passe à la 8e question. Y a-t-il un lien entre l'égrégore et les extraterrestres? Que vois-tu?
Oui. Oui, au-delà des entités que je vois cultiver ces champs, ces égrégores, Oui. je vois des relations complexes, très élaborées, avec d'autres niveaux qu'on peut qualifier d'extraterrestres. Je vois même des vaisseaux reliés à certains égrégores. Mais c'est complexe parce que l'énergie électromagnétique est transformée de manière à arriver sous une autre forme scalaire, scalaire, Scalaire. scalaire. En fait, tout le système qui fait passer cette énergie à d'autres niveaux et qui permet à des informations qui viennent de ces niveaux d'être retransformées en énergie électromagnétique. En fait, là aussi, il y a des échanges. Là aussi, il y a des échanges. Je vois que ça circule dans les deux sens. Peux-tu développer cette circulation? Eh bien, des informations, de l'électromagnétisme chargé d'informations, de fréquences, d'informations et d'énergie sexuelle semblent absorber, transformer au cours de cette absorption. C'est comme si je voyais des espèces de tuyaux presque organiques, avec des jolies couleurs d'ailleurs. Et c'est comme si ces couleurs transformaient l'énergie lorsqu'elle arrive à ces niveaux, à ces autres niveaux, pour être recevable, je dirais, par ces autres niveaux. Et de ces autres niveaux partent des informations. Je vois même des ordres, des directions Peux-tu données. voir qui donne ces ordres et ces directions? As-tu accès à cette information? J'en vois plusieurs. Euh, alors, je sais pas pourquoi ça me fait sourire. Vas-y, dis-nous si tu peux. Une espèce d'union. Euh, euh, la fédération intergalactique, quelque chose de genre. D'accord. Mais Dis-nous ils ce sont que... là, hein. Ils sont là, et ils sont au-dessus de la Terre. Mais ça peut être lié quelquefois beaucoup plus loin, à des choses beaucoup plus éloignées. Oh, je- Tu Waouh, sais, je vois tout un réseau euh, euh, qui passe par des couloirs temporels. Euh, c'est c'est ça carrément même, je dirais, euh, d- je vois que c'est relié à Andromède. Euh, je vois ça relié quelquefois à des planètes aussi. Euh, Sirius, Sirius, oui. Orion, Sirius. Orion, Orion. Oui. Euh, et je vois aussi que ça peut être activé et désactivé. Euh, Par ces couloirs temporels, ça ne semble pas forcément constant, mais ça interagit par moments. Neptune, la Lune, à partir de la Lune aussi, je vois des relations. Mars,
Jupiter, Vénus. Merci pour ces informations où tu peux vraiment nous expliquer que ça peut provenir d'assez loin. Déconnecte maintenant de tout ça. La partie fixe est terminée. On va passer à la partie libre, mais tu nous as déjà quand même bien développé le sujet. Dans la partie libre, j'aimerais qu'on aille voir un peu plus en profondeur, observer le premier égrégore de l'être humain qui est celui de la famille, qui devrait être en équilibre émotionnel et psychologique normalement. Que perçois-tu? Si besoin, choisis une famille que tu ne connais pas et observe. En fait, j'en vois plein en même temps. Plein de Mais, familles? oui. Et Choisis-en une. il est vrai qu'on peut voir des égrégores familiaux qui sont eux-mêmes reliés à des notions, à des égrégores liés à la notion familiale. Et là, quelle était la question? Peux-tu observer le premier égrégore humain qui devrait être un équilibre émotionnel et psychologique, normalement, mais toi, que perçois-tu À propos de la famille, c'est à ça. propos de la famille et de l'équilibre qui devrait y avoir dans cet égrégore? Que perçois-tu? D'abord, c'est un égrégore qui a été créé artificiellement. C'est ancien. Peux-tu voir l'auteur ou les auteurs de cette création artificielle? As-tu Oui, accès à ces informations? oui. Euh, c'est un mode de fonctionnement reptilien. Mésopotamie. D'accord. As-tu un peu plus d'informations sur ce fonctionnement? C'est une notion qui leur est propre, aux reptiliens. La notion de Merci. famille, de transmission, de Oui. transmission, Transmission. de transmission des biens, la transmission d'une position sociale, la transmission de valeurs liées à la famille et qui peut être valeurs qui peuvent être différentes d'une famille à l'autre, d'un milieu social à l'autre. Et les égrégores ont été créés, cultivés. L'égrégore suprême étant l'égrégore de la famille noble, de sang royal, qui a été copié ensuite dans des niveaux sociaux différents. Je vois que ça passe par la petite noblesse, la bourgeoisie, et qu'une fois que l'être humain a de l'argent, il se met à copier cet égrégore familial de la noblesse. Qui serait plus puissant pour toi? Non, pas plus puissant, mais qui est le modèle. Quel modèle? Oui. Où Merci. on se marie, enfin, où il y a des unions entre gens Du même milieu. du même milieu. Il y a des interdictions d'union entre deux milieux différents? Mais ça s'est répandu partout dans le monde. C'est Hmm. présent partout dans le monde. Et donc, l'équilibre est lié à chaque sphère sociale. Et chaque sphère sociale imprime un équilibre, mais qui n'est pas un équilibre naturel. Tu parlais d'équilibre, c'est ça tout à l'heure. D'équilibre, tout à fait. Donc,
ce n'est pas naturel. Quand je C'est- ramène ça dans chaque sphère sociale, je vois un modèle imprimé. Et ce modèle imprimé euh, n'est pas un équilibre. Même si on peut s'y sentir bien, ce n'est pas un équilibre. Super, merci pour toutes ces informations. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Respire. On peut continuer, tout va bien. Oui. Je passe à la question suivante de la partie libre. Adolf Hitler a écrit un livre en prison, Mein Kampf, où il a décrit ce qu'il ferait quand il serait au pouvoir. Tout le monde aurait dû le voir comme un monstre, comme il était. Mais il a créé un égrégore tellement fort que le gouvernement de l'époque n'a pas réagi. Pour tous, il était devenu le sauveur. Peux-tu observer comment et à partir de quel élément il aurait pu y arriver? Oui. En fait, il s'est servi de croyances implantées dans l'être humain qui font partie d'un égrégore et d'égrégores religieux pour la plupart, mais qui sont aussi des égrégores politiques, qui impriment des pensées dans l'être humain, des programmes de croyances en un sauveur. Et Que ce ce soit serait un sauveur politique, religieux ou l'autre, l'être humain a un programme très puissant implanté qui attend un sauveur. Le programme du sauveur et l'égrégore du sauveur, mais qu'on retrouve dans plein de programmes. C'est sans doute ce qui permet le maintien de systèmes politiques, de systèmes religieux. On attend toujours un sauveur, un politique qui va sauver, un messie qui va sauver. Et dans ce que je perçois, Hitler a pratiquement été perçu de manière religieuse. Pourrais-tu me dire, au niveau des religions, vu qu'on aborde le sujet, s'il y en aurait une plus puissante que l'autre au niveau des égrégores? Tous les égrégores religieux communiquent entre eux. Les fréquences qui les habitent amènent des fluctuations légèrement différentes. Et je dirais que dans le même égrégore, je vois des variations de fluctuations plus agressives, plus douces, plus apaisantes, plus endormissantes. Mais alors, j'en arrive à voir de la même manière les égrégores politiques et les égrégores religieux. Ce serait la même chose, mais il n'y Oui. en a pas un pour toi qui te vient à l'esprit, là maintenant, qui serait J'en vois plus un qui est puissant. poussé, si, j'en vois un qui est poussé très fort et qui fait semblant de lutter avec d'autres égrégores. L'égrégore islamique. Mais qui est manipulé lui-même par de la politique, qui est en lien avec de la politique, qui est même en lien avec l'égrégore, le premier que j'ai vu tout à l'heure. Donc pour toi, de toute façon, tout serait lié et ce serait en lien avec le premier que tu as dit, l'étoile de David. Non, euh, avec l'égrégore du nouvel ordre mondial. D'accord. Merci à toi pour toutes ces informations. On va finir
là-dessus. Donc maintenant, je te demande de déconnecter de tout et de tous. Déconnecter là, maintenant. De reprendre tes fréquences habituelles. De les transformer si besoin, comme tu le souhaites, d'y ajouter ce que tu as envie. De reprendre conscience de ton corps physique, tes mains, tes jambes, tes pieds. Bouger. Et là maintenant, ouvre les yeux. Ça va? Très bien, très très bien. Merci Eric. Content d'être sorti. Je me doute. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura,
potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.